Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Françoise Clairet et Émilie Martin. Nous sommes orthophonistes, auteurs de matériel de rééducation et nous sommes également les auteurs de la méthode d'apprentissage de lecture parée au décodage et de 2 ouvrages qui s'intitulent respectivement Accompagner les élèves différents et Repérer et accompagner les élèves atypiques, qui sont tous deux publiés aux éditions Hachette. Alors, petite introduction. Donc, les fonctions cognitives désignent l'ensemble des processus mis en œuvre par le cerveau pour traiter l'information à un niveau élaboré. Il peut s'agir de soutenir son attention, de mémoriser des informations, de les analyser, mais aussi d'organiser son raisonnement et de planifier ses actions dans le but de résoudre un problème ou de mettre en place des processus d'apprentissage. Ces fonctions, elles sont donc particulièrement sollicitées dans toutes les activités, que ce soit les activités intellectuelles ou bien les activités de la vie quotidienne. Donc aujourd'hui, on va parler du haut potentiel intellectuel. Donc après avoir présenté les caractéristiques des personnes à haut potentiel intellectuel, nous aborderons la façon dont on peut mettre en place en classe, quand c'est nécessaire, des aides aux apprentissages et des aménagements. Pour rappel, il existe plusieurs types d'intelligence. Robert Sternberg, en 80, propose de différencier 3 types d'intelligence. Il parle de l'intelligence analytique, qui concerne la capacité à résoudre des problèmes scolaires, à réussir les tests de QI traditionnels. L'intelligence créative, qui concerne la capacité à s'adapter aisément à des situations nouvelles, à faire preuve d'intuition, à trouver des solutions originales, à trouver des réponses divergentes, etc. Et puis l'intelligence pratique, qui concerne la capacité à résoudre les problèmes de la vie quotidienne en remodelant, si nécessaire, l'environnement. Et puis, on voulait aussi parler d'Howard Gardner en 83, qui lui propose de différencier 8 types d'intelligence. Donc, c'est la carte mentale que vous voyez ici. Donc, il distingue l'intelligence linguistique, qui concerne les mots et la langue, avec la capacité à penser, à se saisir des mots, à exprimer ses idées. L'intelligence logico-mathématique, qui concerne le nombre, avec la capacité à calculer, à compter, à résoudre des problèmes. L'intelligence intrapersonnelle, qui concerne donc soi. L'intelligence interpersonnelle, qui concerne donc les relations humaines, la façon dont on agit avec les autres, la façon dont on peut aider, comprendre, collaborer. L'intelligence naturaliste, qui concerne tout ce qui concerne la nature. L'intelligence corporelle, donc la capacité à s'exprimer avec son corps, à utiliser son corps dans l'espace. L'intelligence spatiale, qui concerne donc le sens de l'orientation, mais aussi le rapport aux images. Et puis l'intelligence musicale, qui concerne la musique, le rythme, la capacité à la reconnaître, à l'interpréter, à créer. Le test le plus fréquemment utilisé, c'est le WISC-5, donc numéro 5, qui évalue plusieurs indices principaux. Un indice de compréhension verbale qui évalue les connaissances du sujet dans son environnement, mais aussi ses capacités de conceptualisation, de raisonnement verbal et d'expression. Un indice visuospatial qui évalue les aptitudes à analyser, à reproduire ou à manipuler mentalement des informations visuospatiales. Un indice de raisonnement fluide qui évalue la capacité à appliquer les règles logiques ou quantitatives. Un indice de mémoire de travail qui évalue les capacités à enregistrer, à maintenir l'information en mémoire tout en la manipulant et qui mobilise les capacités d'attention. Donc la mémoire de travail, elle est mobilisée tout le temps dans les apprentissages. Et enfin, un indice de vitesse de traitement qui évalue la rapidité, la capacité à réaliser rapidement une tâche simple, qui mobilise la coordination visuomotrice aussi et l'attention soutenue. Donc, l'analyse de ce test permet d'établir un profil cognitif global du sujet et puis de mettre en évidence ses forces et ses faiblesses et de donner une analyse quantitative, mais aussi qualitative. Et ça, c'est important. Les résultats sont présentés en termes d'écart type, donc c'est pour ça qu'on vous a mis ce petit schéma-là, et sont répartis sur une courbe de Gauss. Donc la courbe de Gauss, c'est ça, c'est la façon dont se répartit la population française, ou voilà, une population lambda, par rapport aux résultats au test. Donc, de 85 à 115, on a la norme, donc la plupart de la population
qui a réalisé le test obtient des résultats dans cette tranche. Et puis en dessous, on a moins de personnes, donc on parle de normes basses. Et quand on obtient un score plus bas et qu'on se situe ici sur la courbe, c'est qu'on est sous la norme, donc c'est là où on peut parler de pathologie. À l'inverse, de l'autre côté, ici on est dans la norme haute, donc on obtient de bons résultats sans parler de pathologie ou voilà, de troubles spécifiques. Ou de haut potentiel. Ou de haut potentiel. Et puis ici, quand on est au-dessus de la norme, c'est là où on va pouvoir évoquer un haut potentiel. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres caractéristiques qu'il va falloir avoir. Alors, quelles sont les caractéristiques des personnes à haut potentiel intellectuel? Donc, au niveau cérébral, on trouve des différences au niveau de la rapidité de développement de certaines zones, mais aussi de la densité et de l'intensité de l'activation de certaines zones dans le cerveau, ce qui a des conséquences évidemment sur le développement cognitif des personnes HPI en donnant une plus grande efficacité cérébrale. Et donc, sur le plan intellectuel, la pensée des enfants HPI se caractérise par des forces, mais aussi par quelques faiblesses. Globalement, ce sont des enfants qui font preuve de capacités hors normes, et ce, dès la naissance. En fait, le cerveau est très connecté. Ils disposent d'excellentes facultés d'observation, se montrant très vifs, très réactifs, avec de nombreux centres d'intérêt hors du commun qu'ils peuvent travailler en autodidacte. Ainsi, ils peuvent parfois acquérir par eux-mêmes de grandes connaissances dans un domaine, peut-être l'histoire, la biologie, la mythologie, et alors être très déçus lorsque ces thèmes seront abordés en classe car ils jugeront le contenu trop simple ou trop inconséquent. Ce sont généralement des personnes perfectionnistes qui aiment les activités complexes, qui ont de très bonnes capacités de mémorisation et une grande rapidité dans le traitement de l'information. On peut avoir comme ça une pensée fulgurante et avoir des enfants qui atteignent très tôt une capacité d'abstraction élevée. On retrouve chez eux également fréquemment une grande lucidité et un réalisme important quant à leur place dans le monde, ce qui peut occasionner des difficultés relationnelles et puis des angoisses aussi importantes. Ce sont par ailleurs des enfants qui font preuve d'une grande sensibilité, avec une émotivité importante et de bonnes capacités d'intuition. Aussi, ils vont se montrer alertes, trouvent facilement des façons originales de résoudre des problèmes, avec une imagination hors du commun. On va également remarquer un vocabulaire étendu, riche, précis. Ce sont des élèves qui manient avec aisance les mots, l'humour et qui ont de bonnes capacités pour mettre en mots des phrases complexes. Toutes ces capacités ont pourtant leur revers. Ce sont des élèves qui font preuve d'un esprit critique très poussé, qui peut parfois avoisiner l'intransigeance ou l'intolérance, avec un sens aigu de la justice et de l'équité qui peut les amener à rejeter vigoureusement certaines règles qu'ils trouvent infondées et se montrer alors opposants. Cet esprit critique s'applique d'ailleurs fréquemment à eux-mêmes et ils doutent de leurs capacités au point de ressentir fréquemment ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le sentiment de ne pas mériter la reconnaissance que l'on a pour un travail donné. Ils font également preuve souvent d'une frustration importante en cas d'échec et délaissent certaines activités qu'ils considèrent peu importantes, comme le graphisme, le découpage, le sport. Ils rechignent en particulier à effectuer des tâches routinières ou répétitives ou à relire une leçon qu'ils ont comprise en classe très rapidement, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément les résultats scolaires à la hauteur de leurs capacités. Sur le plan relationnel, on va avoir également des répercussions nombreuses parce qu'on va avoir des élèves ou des personnes, puisque ça perdure à l'âge adulte évidemment, qui connaissent souvent la solitude ou l'isolement. Et parce qu'en effet, la différence existant au niveau des centres d'intérêt avec leurs pairs ne facilite pas leur intégration parmi leurs camarades. Et puis, par ailleurs, la différence de maturité intellectuelle les amène fréquemment à chercher des relations avec des personnes plus âgées ou des adultes. Et puis, on peut avoir des élèves qui peuvent avoir un comportement disharmonique. C'est-à-dire, en effet, le décalage existant entre les compétences intellectuelles et la gestion émotionnelle de l'hypersensibilité peut entraîner une disharmonie difficile à vivre et déroutante pour l'entourage. C'est le cas lorsqu'on est confronté à la coexistence d'une grande logique qui fait paraître l'enfant très mature au quotidien, là, et puis d'une attitude puérile, immature face à certaines situations de frustration ou face au conflit, et on parle alors de dysynchronie.
peut avoir des élèves qui peuvent être perçus comme ça, comme dérangeants, épuisants, parce qu'ils raisonnent, ils argumentent, ils rajoutent toujours leur grain de sel, là, ils remettent en cause les règles et les lois qui leur semblent non fondées, ils s'opposent, refusent certaines consignes, ils questionnent énormément et ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont obtenu la réponse attendue. Et par ailleurs, ce besoin de justice exacerbé les amène souvent à repérer et dénoncer systématiquement les failles d'une attitude qui leur paraît illogique ou à repérer les erreurs de leurs enseignants. Mais cela peut également favoriser le développement d'un altruisme qui, étayé par une sensibilité accrue aux autres, leur permet de s'ajuster aisément aux émotions des autres. Sur le plan psychomoteur, les enfants HPI font en général leurs acquisitions motrices de façon assez précoce. Ce sont des bébés toniques, attentifs à l'environnement, qui acquièrent bien souvent la marche assez tôt. Ils ont souvent, par contre, des difficultés à mettre en veille leur esprit, à s'arrêter de penser. Et ça peut se traduire par une énergie physique débordante, par un débit de langage rapide pour suivre le flux de la pensée, et puis par des difficultés à mettre en veille l'activité cérébrale pour s'endormir. Donc on peut avoir des troubles du sommeil. Ils peuvent parfois présenter une dysynchronie entre le développement psychomoteur et le développement intellectuel. Certains élèves peuvent être perçus comme assez maladroits ou en difficulté lors des activités qui mettent en jeu le graphisme, par exemple. Ils peuvent alors vivre très douloureusement la lenteur en fait de leurs mains qui n'arrivent pas à suivre le flux de leurs pensées. Sur le plan sensoriel, les enfants HPI ont une certaine exacerbation des sens, comme cela peut se trouver chez les enfants ou les personnes atteintes de TSA, donc autistes, avec bien souvent des hypersensibilités, qu'elles soient visuelles, olfactives, auditives, tactiles, gustatives ou proprioceptives, donc la façon dont on perçoit notre corps dans l'espace. Ainsi, pour certains, des sensations tactiles seront très désagréables, voire insupportables, alors qu'elles seront tout à fait insignifiantes pour d'autres. Donc, ça peut être l'étiquette sur un vêtement, voilà, un aliment en particulier, une odeur, etc. Sur le plan émotionnel, ils ressentent et expriment leurs émotions de façon intense, que celles-ci soient négatives ou positives. Et c'est souvent un atout parce que ça leur permet de développer une grande sensibilité, mais ça peut aussi être source de difficultés. Lorsqu'une personne HPI est débordée par ses émotions, une situation badine pour les autres prendra alors une allure de drame pour elle. Ils peuvent aussi présenter une dysynchronie entre le développement intellectuel et le développement émotionnel. Celle-ci se manifeste souvent par une immaturité. Les terreurs nocturnes, les peurs des monstres ont une intensité importante et sont d'autant plus déstabilisantes que ce sont des enfants qui ont un bon niveau de raisonnement qui devrait leur permettre de surmonter aisément et de savoir que non, il n'y a pas de monstre sous le lit, etc. Ils ont alors tendance à mettre en place des petits rituels qui, s'ils ne sont pas envahissants, peuvent être tolérés. Et ils ont par ailleurs fréquemment aussi des questionnements existentiels, qui sont générateurs d'angoisse et face auxquels le raisonnement logique est impuissant. Aussi, ils présentent des troubles du comportement, enfin ils peuvent, c'est pas tout le temps, mais ça peut induire des troubles de comportement qui s'expriment sous la forme de troubles du sommeil, d'une certaine instabilité qui peut évoquer une hyperactivité, ou encore d'une anxiété ou d'une mauvaise estime de soi, pouvant parfois aller jusqu'à la dépression. Ces souffrances, elles peuvent aussi s'exprimer au travers du corps, par toutes les manifestations classiques de l'angoisse, maux de ventre, etc. Parfois même, lorsqu'ils ignorent la cause de leurs difficultés, ils peuvent rejeter le monde extérieur et adopter des comportements un peu limites, tenter d'y échapper par la rêverie, par l'isolement, ou bien encore se persuader qu'ils sont anormaux ou adopter des comportements autodestructeurs. Il peut arriver que des élèves HPI présentent également des troubles associés de type dysorthographie, dyspraxie. Si ces troubles sont très prégnants, on peut ne pas repérer le haut potentiel et penser que les multiples digressions qu'ils font sont liées à un désir d'évitement de la tâche. Donc, par exemple, un dyslexique dysorthographique qui refuserait d'écrire à cause de la tâche parce que c'est trop difficile et finalement, c'est autre chose qui les gêne. Ou alors, à l'inverse, l'enfant HPI peut compenser son trouble 10 et on peut passer à côté de la dyslexie, par exemple, ou autre. On peut avoir aussi, du coup, une exigence un peu inadaptée avec lui et lui demander un effort dont il n'est pas capable. Et ça répond peut-être un peu à la première question sur
ce qui nous a amené à nous pencher sur ces enfants-là, c'est que nous, on les rencontre en fait dans nos cabinets parce que ils ont des facilités sur certains points, mais peuvent être en difficulté pour d'autres. Et ils peuvent être amenés à consulter en orthophonie. Alors, la pensée en arborescence est fréquemment évoquée comme l'une des caractéristiques des personnes à haut potentiel. Ce type de pensée réside dans le fait qu'à partir d'une pensée initiale, de multiples idées apparaissent de façon simultanée. Elle correspond en réalité à ce que les neuropsychologues nomment la pensée divergente qui serait présente chez tout un chacun. Aujourd'hui, cette question fait débat et plusieurs théories sont avancées. Certains parlent d'une pensée foisonnante avec une multitude de connexions neuronales existant dans le cerveau qui entraînent une pensée foisonnante se déployant dans plusieurs directions et s'organisant en réseau. Elle fonctionnerait par association et analogie à partir d'une idée générale. Et elle permettrait de trouver des solutions originales, de développer de la créativité, mais pourrait également entraîner des difficultés à organiser sa pensée, avec en particulier des difficultés à focaliser sa pensée sur une seule chose, donc en inhibant tous les autres éléments non pertinents, ou bien occasionner des digressions et des hors-sujets, ou encore le repli dans une forme de rêverie. D'autres parlent plutôt d'une pensée rapide qui donne l'impression que plusieurs idées apparaissent simultanément. C'est une activité au cours de laquelle la pensée va vite, dans plusieurs directions à la fois, envisage tous les possibles à une situation donnée et permet de choisir la solution la plus adaptée à un problème. A contrario, cela peut rendre le choix complexe compte tenu de l'ensemble des possibles et enfermé dans une sorte de passivité. Ce mode de pensée entraîne une certaine fulgurance qui peut être difficile à appréhender pour des personnes qui ont une pensée plus linéaire et plus méthodique et qui vont demander de développer de façon plus construite le déroulement de la pensée, alors que les élèves HPI trouveront cela inutile et lent. C'est un atout pour la vivacité et la créativité qu'elle génère, mais cela nécessite d'apprendre aussi à l'utiliser au mieux pour éviter les écueils des digressions et du manque d'organisation. Alors, souvent, on se pose la question de savoir comment différencier un bon élève d'un élève HPI. Bon, c'est un tableau qui résume un petit peu les différences principales. Un enfant scolaire va avoir de bonnes idées, mémorise bien, aime l'école, révise ses leçons, répond correctement aux questions, a besoin de 7-8 répétitions en moyenne pour faire une acquisition et aime la compagnie de ses camarades. Un enfant à haut potentiel va plutôt avoir des idées originales, une intuition qui va lui permettre de deviner vite, aime apprendre, vraiment a un plaisir à faire fonctionner, à sentir son cerveau en fonction, révise peu, mais comprend vite, pousse le raisonnement en posant des questions, donc a toujours ce besoin là comme ça d'aller plus loin, a besoin d'une ou deux répétitions seulement au-delà desquelles c'est bon, il a compris et il passera vite à autre chose et va être plus à l'aise du coup avec les adultes parce que au niveau des centres d'intérêt va être plus en adéquation là. Alors, les conséquences d'un haut potentiel intellectuel. Donc, dans les apprentissages, la scolarité des enfants HPI est simple la plupart du temps, compte tenu de leur capacité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous, on va plutôt aborder le cas où ça ne fonctionne pas ou mal. Ils abordent l'école avec passion et soif de découverte, mais ils peuvent être déçus par le contenu des apprentissages qui se révèlent en deçà de ce que eux attendent. Les exigences scolaires répétitives leur paraissent pour eux fastidieuses. Par exemple, ils ont souvent déjà appris à lire seuls avant le CP et trouvent que c'est ennuyeux de devoir réapprendre tous les sons alors qu'ils ont bien compris comment cela fonctionnait. Ils ont un grand désir d'apprendre et sont frustrés par le contenu des apprentissages et par le mode opératoire, alors qu'ils avaient un grand désir d'entrer à l'école. C'est un lieu qui est dédié aux apprentissages et souvent ils ont envie d'aller à l'école et arriver à l'école, finalement, c'est pas ce qu'ils attendaient. Ils ont aussi besoin d'être actifs pour apprendre, de manipuler, de se documenter, de chercher par eux-mêmes les réponses aux questions qu'ils se posent et ne supportent pas de survoler un sujet sans l'appréhender dans sa globalité. Aussi, ils vivent difficilement les situations de classe au cours desquelles l'enseignant dispense aux élèves un savoir, puis l'évalue sans l'approfondir, ou en réservant cet approfondissement à une autre séquence ou à une classe ultérieure. C'est toute la difficulté à laquelle sont confrontés les enseignants face à ces enfants qui ont une curiosité insatiable,
qu'ils ne peuvent pas satisfaire sous peine de perdre la classe entière et parfois contestent ou discutent tout ce qui leur paraît imprécis ou injuste. On n'est pas du tout en train de dire que la manière de fonctionner n'est pas la bonne, mais en tout cas, pour ces élèves, pour eux, c'est compliqué de s'adapter à ce mode de fonctionnement qui est celui qui convient aux autres. Au grand groupe, bah oui. Et oui, bah oui, oui. Donc, ils ont besoin d'explications et de maîtriser aussi les apprentissages. Ils peuvent rejeter les apprentissages arbitraires comme l'orthographe qui peut sembler ne pas avoir de sens. Ils rejettent également les approches linéaires qui leur demandent de détailler le déroulement de leur pensée alors qu'ils ont trouvé la réponse de façon intuitive. Ils peuvent aussi, comme on l'a dit précédemment, se perdre dans leurs pensées foisonnantes, avoir du mal à garder le fil de leur raisonnement en inhibant les informations qui ne sont pas pertinentes. Certains élèves se montrent alors opposants à l'école. Ils peuvent être en décrochage scolaire, voire en échec. Aussi, il est important de prendre en compte leurs particularités, de leur proposer des situations d'apprentissage en autonomie qui seront à la hauteur de leur curiosité intellectuelle et des exercices suffisamment complexes pour aiguiser leur désir d'apprendre. En effet, en cas d'ennui, ils peuvent se replier alors facilement sur eux-mêmes et puis s'enfermer progressivement dans une dépression parfois. Et au niveau des relations avec les pairs, elles sont complexes pour les enfants HPI car ils ont du mal à trouver des camarades qui partagent les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Ils jouent peu avec les autres élèves et préfèrent la compagnie des adultes, on le disait tout à l'heure. Ils sont assez fréquemment solitaires et peuvent être moqués aussi en raison de leurs différences. Certains s'attacheront à gommer leurs particularités pour se faire accepter des pairs. Donc ils vont pas évoquer ce qu'ils aiment vraiment et essayer d'avoir de moins bons résultats scolaires pour certains. Mais c'est un renoncement qui n'effacera pas le sentiment de solitude et d'incompréhension. Ils n'arrivent pas à se faire des amis alors que ça a l'air facile pour les autres et ça les préoccupe énormément. Et justement, en fait, ils passent beaucoup de temps à analyser ce qui ne fonctionne pas. Alors j'ai dit ça, pourquoi l'autre il n'a pas compris, voilà, sans comprendre que c'est justement parce qu'ils intellectualisent trop les relations qu'ils n'y arrivent pas. Et la solitude, elle est très délétère pour eux, ils se sentent souvent incompris. Alors, pour les élèves qui en ont besoin, quelles sont les aides aux apprentissages qu'on peut mettre en place? Une des priorités pour l'accompagnement de ces élèves est sans doute de les repérer parce que leurs particularités sont malheureusement trop souvent ignorées ou révélées tardivement. Et si la plupart ne rencontrent pas de difficultés d'apprentissage, pour certains, faute d'un diagnostic et d'un accompagnement spécifique, la scolarité se déroule mal et peut aboutir à un échec scolaire. Pour soutenir la motivation, l'un des écueils qui est fréquemment rencontré lors de la scolarisation des élèves à haut potentiel est le manque de motivation dont ils font preuve lorsqu'ils sont confrontés au contenu des apprentissages proposés en classe et aux tâches répétitives qui sont nécessaires lors d'un entraînement en vue d'une automatisation. On peut alors proposer des activités tenant lieu de renforçateurs lorsqu'une tâche moins motivante est demandée. Il peut s'agir de permettre l'approfondissement du contenu d'un enseignement en autonomie au moyen d'ouvrages mis à disposition dans la classe ou d'une recherche sur Internet ou de la visualisation en autonomie d'un documentaire du type « C'est pas sorcier », quelque chose comme ça. On peut également proposer un travail de création en lien avec le contenu des apprentissages, proposer de faire une illustration en sciences, la création d'une poésie à la manière d'eux en français, ou la réalisation d'une maquette sur les châteaux forts en histoire, etc. C'est important d'avoir des objectifs comme ça un peu ambitieux, qui mettent un peu de challenge au niveau intellectuel. Et puis, on peut demander la préparation d'un exposé sur un sujet en lien avec la leçon étudiée en classe ou qui fait partie de ses centres d'intérêt. Toute la difficulté est donc de trouver pour ces élèves le juste équilibre entre l'acceptation des contraintes qui sont liées au contenu des apprentissages et aux règles de la vie en classe et auxquelles il faut bien se confronter et se plier, et la prise en compte de leurs particularités et de leur besoin d'approfondir les connaissances pour y trouver du sens. Il arrive parfois qu'on soit tenté, parce qu'on connaît bien ces élèves et leurs compétences, d'être plus tolérant vis-à-vis de cet élève au potentiel qui ne répond pas aux questions de la façon attendue. On se dit alors oui, bon, c'est vrai, il n'a pas fait la phrase réponse et tout ça, mais je sais qu'il sait. C'est une attitude qui est sans doute louable quant à ses intentions, mais elle peut être préjudiciable quand même pour le déroulé ultérieur de la scolarité de cet élève, parce que tôt ou tard, il aura à rendre compte de ses connaissances face à des enseignants qui ne sauront pas ce qu'il sait, ou lors des examens par exemple, ou qui s'agaceront de ce qu'ils prendront pour un rejet du cadre.
Il est donc très important de maintenir un niveau d'exigence égal et d'apprendre à cet élève à faire part de sa démarche, à rendre compte de l'élaboration de son raisonnement et à organiser ses connaissances. Pour aider à respecter les exigences de la classe, il peut être insupportable pour les élèves HPI d'être interrogés sur des informations qui ont été dites à de nombreuses reprises dans la demi-heure qui précède. Et ils peuvent alors se montrer assez opposants ou désagréables. Pour mieux faire accepter ce fonctionnement normal de la classe, on peut verbaliser avec eux ce mode de fonctionnement d'une séquence en détaillant ce que fait l'enseignant étape par étape. Il dispense le contenu d'un apprentissage où il amène son groupe d'élèves à découvrir la règle et puis ensuite on la reformule plusieurs fois parce que c'est nécessaire pour la plupart des élèves. Ensuite, on interroge quelques élèves pour vérifier que ce contenu a été compris. On poursuit son exposé en procédant de la même manière et puis on vérifie la compréhension et l'acquisition de ce contenu au moyen d'une évaluation. Et comme ça, les élèves HPI peuvent plus aisément accepter le fonctionnement d'une séquence d'apprentissage parce que ça prend sens. En mathématiques notamment, le problème se pose fréquemment parce que la rigueur de la discipline impose le respect d'un mode opératoire rigoureux qui peut être difficile à accepter mais qui est indispensable. À quoi ça sert que je marque tout mon raisonnement puisque j'ai la bonne réponse? Oui, mais il ne s'agit pas seulement d'avoir la bonne réponse. Et puis, donc, on va s'attacher à inscrire les exigences demandées dans un processus qui a du sens. Même si cela peut sembler irritant d'avoir à justifier ces exigences, cela est bien souvent indispensable pour ces élèves. Il s'agit alors de leur donner une perspective. On peut leur dire « tu dois d'abord noter la définition, même si tu la connais, puis indiquer les différentes étapes qui te permettent d'aboutir à la résolution du problème. Parce qu'à moi, cela me permet de suivre ton raisonnement, de voir par quel chemin tu passes, mais également, si tu te trompes, de voir où tu t'es trompé. Et puis enfin, cela sera utile plus tard lors de la résolution de problèmes plus complexes. Alors, je veux que tu prennes tout de suite l'habitude de le faire pour que ce soit automatique ensuite. On peut demander de décrire les stratégies mises en œuvre au cours d'une activité. Et en effet, cela est souvent compliqué pour ces élèves à la pensée très instinctive de verbaliser les différentes étapes qui leur ont permis de répondre aux questions et de justifier leurs réponses. Il faudra donc les inciter à s'entraîner, à aller trouver les informations qui leur ont permis de trouver les réponses, que ce soit dans un document, dans un ouvrage ou dans leurs connaissances, et d'expliciter le lien qui existe entre ces informations et ce qui leur permet de répondre à la question en justifiant leur réponse. Il peut s'agir de leur faire surligner les informations qui leur ont permis de répondre à la question, par exemple, ou de leur demander de ne souligner que les informations pertinentes pour résoudre un problème. Cela leur permet d'éviter les digressions, de canaliser le flux de leurs pensées, là, et de mieux organiser le fil de leurs pensées. Il est recommandé de les habituer à faire ce travail dès les petites classes. Pour aider à apprendre à s'organiser, on peut proposer des aides pour structurer la pensée sous forme de plans, de schémas, de cartes mentales. Par exemple, pour faire un travail de production écrite, ils peuvent avoir des difficultés à organiser leur pensée et à sélectionner les informations pertinentes, si bien qu'ils aboutissent finalement à un écrit qui est assez désorganisé et peu cohérent. Il est donc, dans ce cas, important de les aider à structurer leur production en notant au préalable les idées principales, en les organisant sous forme d'un plan, avant de passer à l'expression écrite et à la production à proprement parler. Sauf que pour certains, c'est difficile de planifier comme ça au préalable la production écrite parce qu'ils ont besoin de suivre le fil de leur pensée comme on déroule une bobine. Et bah pour eux, il sera important de les laisser fonctionner de cette façon, mais il faudra quand même leur apprendre à reprendre leur production ensuite pour la réorganiser, la retravailler ou la restructurer. Donc, deux cas de figure, du coup, il va falloir voir ce qui convient le mieux à un élève en particulier. Et puis, mettre en place des processus d'aide au démarrage, de soutien de la tâche, de soutien à la tâche pour rester concentré jusqu'au bout. Pour cela, on peut utiliser des protocoles. Il s'agit de décrire en fait les différentes étapes à réaliser lors de l'exécution d'une tâche de façon à canaliser le flux de la pensée.
permettent de cocher en fait au fur et à mesure les stades réalisés pour aboutir à la réponse attendue, comme une liste, voilà, une to-do list en fait. Donc là, on vous a mis un exemple de résolution de problème. Je lis le texte du problème, je note la formule à utiliser, j'indique le calcul que j'effectue, je pose l'opération si nécessaire, j'écris ma phrase réponse. Parce que finalement, ce qui va se passer, ça va être je lis le texte du problème, j'ai la réponse, je l'écris. Je mets un chiffre. Voilà, c'est ça. Et nous, on n'aura pas leur raisonnement. Donc après leur avoir expliqué qu'on a besoin de voir leur raisonnement, on peut leur donner comme ça un protocole pour qu'ils n'oublient pas chaque étape. Et au fur et à mesure, ils vont intégrer ce protocole et ils n'auront plus besoin de cocher chaque étape. On peut aussi inciter l'élève à avoir à disposition un petit carnet pour noter ses idées. Ça permet de ne pas focaliser sur la nouvelle idée et puis de garder le cap sur la tâche qui est en cours. En effet, en fait, au cours de la réalisation d'un exercice, il peut avoir des idées qui ne sont pas forcément en lien avec l'exercice lui-même, même si c'est intéressant, et donc elles ne peuvent pas être explorées à ce moment-là. Donc l'utilisation d'un petit carnet, ça permet de les différer sans les oublier, donc on soulage un peu la tâche mentale. Et puis, pour aider à s'entraîner, on peut mettre en place on peut mettre en perspective, l'intérêt de la tâche. Donc, pour l'acquisition du geste graphique, par exemple, certains élèves auront du mal à accepter de s'entraîner, refaire tout le temps la même chose. Il peut être utile de leur indiquer les finalités de la tâche. Apprendre à tracer correctement les lettres, ça va te permettre ensuite de prendre des notes facilement, de bien te relire, mais aussi d'être relu par quelqu'un d'autre. On peut aussi proposer des exercices de calligraphie un peu plus complexes qui vont être motivants. Pour la pratique de l'orthographe, les élèves à HPI peuvent avoir du mal à accepter les règles qui semblent arbitraires. Donc, on peut expliquer qu'un code commun a été convenu pour permettre à deux personnes qui ne se connaissent pas de lire le même document. Voilà, leur expliquer vraiment l'histoire de l'orthographe. On peut aussi illustrer les règles par des anecdotes sur l'histoire de l'orthographe. Au Moyen-Âge, les copistes ont parfois ajouté un H pour distinguer la lettre U du V qui était utilisée sans distinction auparavant, comme pour écrire 8. C'est pour ça qu'il y a un H à 8. Ouais. Voilà. Pour aider à réguler les émotions, on peut faire prendre conscience à l'élève que certains faits ou actions déclenchent chez lui une tempête émotionnelle et on peut alors s'adresser à lui en verbalisant cette émotion, en recherchant avec lui ce qui la provoque pour l'aider à mieux la gérer et éviter que la situation ne se reproduise. Parce qu'il va falloir apprendre pour ces élèves à prendre du recul par rapport à une situation de tempête émotionnelle et ne pas agir sous le coup de l'émotion. Pour cela, il doit apprendre à laisser passer un peu de temps pour exprimer son ressenti. Il ne s'agit pas d'étouffer ce qu'il ressent, parce qu'à ce moment-là, ça risquerait de ressortir de façon décuplée à un moment inapproprié, mais de comprendre que ce qu'il ressent et ce qui amène cette émotion. Pourtant, c'est une tâche quand même très difficile à faire et il lui faudra sans doute de nombreuses années avant d'y parvenir. Pour effectuer cet apprentissage, on peut proposer le support de l'écrit ou du dessin qui peut permettre dans un premier temps d'exprimer la tempête émotionnelle sans subir les conséquences qui l'accompagnent. Et puis, pour améliorer les relations sociales, on a vu qu'elles étaient souvent un petit peu compliquées aussi. On peut confier des missions, ça peut être le tutorat d'un élève à besoin particulier ou la réalisation d'un exposé sur un sujet motivant qui permettront à l'élève d'être occupé, mais aussi d'être perçu positivement par ses camarades. Et puis, comme toujours, comme quand on a un élève qui est un peu différent comme ça, être attentif aux moqueries, parce que l'élève à haut potentiel ayant la capacité à détecter les faiblesses des autres assez aisément, et ayant par ailleurs un humour souvent un peu décapant, un peu acerbe, il est important de veiller à maintenir un climat respectueux au sein de la classe en reprenant les moqueries malveillantes de l'élève HPI. En lui expliquant un petit peu les codes sociaux et ce qu'il peut dire ou pas dire. Il s'agira de faire la même chose avec les moqueries qui sont dirigées contre lui par des élèves qui ne comprennent pas cet élève un peu tombé du ciel. Et puis, expliquer les particularités des personnes à haut potentiel aux élèves de la classe peut être intéressant, comme c'est toujours le cas lorsqu'il s'agit d'accueillir un élève différent au sein de sa classe. Il est aidant de mettre en place des mots sur les particularités de cet enfant et de son fonctionnement au moyen de livres ou de petites vidéos. Alors, quels aménagements peut-on faire pour compenser les difficultés qui sont rencontrées ? Donc, on a
accélérer le cursus scolaire. Donc, il arrive fréquemment qu'on propose de faire un saut de classe au CP, notamment aux élèves HPI, lorsqu'ils savent déjà lire en entrant en primaire. Ça s'avère souvent adapté. Cependant, c'est parfois trop brutal et réalisé au détriment d'autres apprentissages qui ne sont pas effectués. Ainsi, lorsqu'on propose à un élève qui sait déjà lire en fin de grande section de passer directement en CE1, on risque de négliger l'entraînement au geste graphique et ça peut s'avérer délétère par la suite. On néglige aussi tout le travail autour de la posture d'élève qui s'effectue lors de ce passage symbolique à la grande école. En effet, l'apprentissage du langage écrit, oui, c'est un des piliers des acquisitions du CP, mais les élèves qui rentrent au CP, ils apprennent également ce qu'on attend d'eux au niveau de leur posture. C'est-à-dire commencer leur travail en autonomie, maintenir la tâche même si elle est un peu fastidieuse, mener son travail au terme en demandant de l'aide si nécessaire, recommencer en cas d'erreur, etc. Lorsque les élèves HPI qui ont déjà du mal à se plier au cadre, à s'investir dans un travail rigoureux et routinier sautent cette étape, ils peuvent avoir ensuite de grandes difficultés pour se plier aux exigences encore plus importantes des classes supérieures. On voit qu'il ne s'agit pas là seulement des capacités, mais de la façon dont on peut permettre qu'elles s'expriment. Il est proposé parfois de pratiquer le décloisonnement en lissant en fait une accélération du cursus sur plusieurs années afin de permettre aux élèves HPI d'avancer plus rapidement sans avoir un saut de classe comme ça brutal. Ainsi, un élève déjà lecteur peut démarrer son apprentissage au CP, travailler le graphisme avec sa classe de CP, aller faire la lecture ou les mathématiques avec les CE1 et rester dans sa classe pour les autres apprentissages. C'est un procédé qui est très efficace, qui permet de prendre en compte les particularités et les compétences de l'élève. Mais c'est vrai qu'au niveau organisationnel, faut réussir à synchroniser un peu les emplois du temps. Et puis, organiser des classes à double niveau, ça peut aussi permettre de mettre en place une accélération du cursus de manière plus harmonieuse que le saut de classe. Ça permet de surcroît à ces élèves qui ont déjà des relations un peu compliquées avec leurs camarades de rester dans leur groupe classe, ce qui facilite quand même leur intégration. Quoi qu'il en soit, la décision d'une accélération du cursus, elle n'est pas anodine et elle doit être pensée, réfléchie, discutée avec l'enfant, avec sa famille, avec l'équipe enseignante, bien sûr. Et puis, ça peut être aussi intéressant de solliciter à cette occasion l'avis de la psychologue scolaire, du ou de la. On peut aussi aménager un cadre de travail adéquat, installer un petit coin calme avec un casque si nécessaire ou des mandalas. Ce coin peut permettre à l'enfant HPI, mais aussi aux autres qui en ont besoin, de bénéficier d'un temps pour permettre aux émotions de redescendre, pour se ressourcer en apprenant peu à peu à calmer les tempêtes émotionnelles. Certains logiciels ou applications proposent maintenant des méditations et ça peut constituer un support vraiment intéressant pour calmer le flux de la pensée qui est incessant et épuisant. Puis on peut installer un coin destiné au travail en autonomie, à la recherche, à l'aide d'un ordinateur ou d'un coin bibliothèque contenant des ouvrages assez ambitieux pour assouvir les besoins de connaissance de ces élèves en fait. Et puis, comme les enfants porteurs de TSA, l'accès à ces espaces, ça peut être utilisé comme renforçateur et conditionné donc à la réalisation du travail scolaire plus fastidieux qui est demandé. Donc, oui, tu vas faire tes exercices d'orthographe et après, tu pourras aller au coin bibliothèque faire tes recherches sur le Moyen-Âge, par exemple. Et puis, on peut adapter le contenu des apprentissages, proposer des exercices défis. Ce n'est pas parce que ces élèves réalisent leurs exercices plus rapidement que les autres qu'il faut augmenter la quantité, parce qu'ils risquent de perdre un peu la motivation à force de faire des tâches répétitives dans lesquelles ils n'y voient pas d'intérêt. C'est plus judicieux de proposer des exercices qui présentent une difficulté particulière et ils seront en fait vécus comme un challenge, donc ça va être motivant. Ils seront particulièrement motivants pour les élèves qui ont du plaisir à sentir leur cerveau fonctionner. Ainsi, mieux vaut en fait ne pas faire varier la quantité de travail, mais plutôt la difficulté. On peut proposer, après avoir fait une ligne d'écriture, de faire de la calligraphie au stylo plume pour écrire comme un pirate, par exemple. Ou alors proposer des jeux de casse-tête comme ceux que propose Smart Games. Voilà, un sudoku des couleurs. Plein de possibilités. Et voilà, on voulait vous présenter aussi quelques outils d'adaptation pour les élèves, pour canaliser la tension, l'anxiété,
On peut proposer des fidgets, comme là, donc des embouts à visser, dévisser, c'est des vis infinies. Un cube à manipuler, des balles sensorielles. Et puis pour gérer le foisonnement des idées, on peut aussi mettre à disposition un carnet de notes. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. Voilà, pour noter au fur et à mesure les idées qui arrivent sans perturber le déroulement de la classe par des interventions intempestives. Donc, on explique à l'élève, au lieu de hop, lever la main et de dire le truc qui n'a rien à voir avec la leçon, tu l'écris sur ton carnet et puis si tu veux, on en parle plus tard, quand on a un petit moment. Voilà, ça permet de noter aussi toutes ces questions qui arrivent. Et puis pour garder le fil de la pensée et aider à terminer les exercices, on peut aussi mettre en place des protocoles qui permettent d'intégrer les procédures habituelles qui sont demandées quand on doit réaliser une tâche scolaire. Donc on vous en a montré une tout à l'heure pour la résolution de problèmes, mais on peut en avoir pour faire son cartable et rien oublier, pour les leçons d'histoire, etc. Pour organiser les idées, on peut proposer d'utiliser des cartes mentales. Ça nécessite un peu un apprentissage, mais ça peut être intéressant pour cet élève particulier, mais aussi pour les autres. Et puis pour gérer les émotions, j'avais des illustrations en fait. Donc je reprends rapidement. Donc le carnet de notes. Voilà, donc là par exemple, on a un exemple de protocole pour aider à rédiger. Donc je lis la consigne, je note mes idées, je les organise, je rédige mon devoir en suivant mon plan, je relis mon devoir pour vérifier que je n'ai rien oublié d'important, etc. Une carte mentale. Voilà, et puis pour gérer ces émotions, on peut proposer aussi de réaliser un livret des émotions qui permettra de relativiser les contrariétés et les tempêtes émotionnelles. De façon générale, tous les outils qui permettent aux élèves HPI d'être actifs en maintenant un niveau d'intérêt sont bénéfiques. Et puis quelques outils pour les enseignants. Pour aborder les émotions avec les élèves, donc voici quelques ouvrages. Donc La couleur des émotions que vous connaissez sûrement, ou bien un petit décodeur illustré de l'enfant en crise quand la crise nous fait grandir. Alors on l'a pas mis, mais il y a aussi le dessin animé Vice Versa, qui est une belle illustration du fonctionnement des émotions. Donc ça peut être intéressant. Ou bien il y a une vidéo joie, peur, tristesse, colère, que d'émotions. Voilà, c'est un C'est pas sorcier qui évoque justement les émotions. Ou des jeux de société comme Régulation des émotions ou le jeu des émotions de Petit Chat. Et enfin, pour enrichir les contenus, certains outils permettent d'enrichir les apprentissages et de proposer des activités à réaliser en autonomie, ce qui permet de gérer plus aisément les différences de rythme dans la classe et de soutenir la motivation des élèves HPI. Donc, il y a Fais ton journal, ici, qui est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger et qui nous donne une structure pour fabriquer un journal. Donc, on peut faire un journal de 3 pages comme un journal beaucoup plus grand. On peut télécharger des illustrations, créer son texte, etc. Ça explique aussi un petit peu, ça donne un peu une méthode sur comment fabriquer son journal. Et puis, il y a aussi Wikidia, donc c'est le Wikipédia pour les enfants, qui permet de faire des recherches, approfondir les connaissances sur un support qui est adapté aux enfants. Et puis le Wikimini, qui est en fait comme un Wikipédia, mais ce sont les enfants qui, eux, complètent cette encyclopédie numérique. Et donc, ça peut être assez valorisant pour eux d'avoir écrit leur article sur un domaine qui leur tient à cœur, quoi. Voilà, nous allons maintenant conclure cette présentation avant de passer aux questions. Nous espérons avoir été clairs et vous avoir donné des pistes intéressantes pour comprendre le fonctionnement particulier de ces élèves à haut potentiel, les difficultés éventuelles qu'ils peuvent rencontrer en classe et puis vous proposer des pistes intéressantes pour mettre en place des aménagements adéquats quand c'est nécessaire. Pour compléter cette présentation, comme toujours, vous trouverez dans notre ouvrage une description plus approfondie des prérequis et du développement global des capacités intellectuelles. Et puis, vous trouverez également des documents qui ont été modifiés, adaptés de façon à
à proposer des pistes intéressantes d'aménagement. Voilà. Voilà, donc on le dit à chaque fois, mais les aides que l'on met en place en classe doivent être maintenues pour les évaluations. Alors, c'est vrai que dans le cas des HPI, les aides vont moins toucher sur la présentation des documents que pour les dyslexies, donc il y aura moins de choses à faire pour les évaluations. Mais peut-être maintenir la motivation et bien expliquer l'objectif de chaque évaluation et puis laisser en place les protocoles que vous pouvez mettre en place pour les problèmes, etc. Voilà, et donc chaque aide et besoin doivent être réévalués régulièrement en fonction des besoins. C'est sûr que c'est des élèves qui bénéficient bien d'une pédagogie explicite, notamment. Ils ont besoin de comprendre. Ouais. Voilà, on va Voilà. passer aux questions. Aux questions. Et la première, peut-être, je vois Madame Merlet, là, qu'il faut-il faire nécessairement tester les enfants? J'ai sans doute vous vous interrogez par rapport à vos enfants, là. Bon, c'est pas absolument indispensable de faire tester les élèves. Il y a des tas d'élèves à haut potentiel qui fonctionnent très bien, qui trouvent un grand plaisir à l'école, qui par eux-mêmes, par ailleurs ou en étant bien accompagnés par leur famille, trouvent de quoi satisfaire leur curiosité intellectuelle sans souci. Je pense que c'est intéressant quand il y a une souffrance, en fait. C'est-à-dire que, à contrario, alors qu'on pourrait se dire, c'est des enfants qui fonctionnent bien, qui sont vifs, originaux, etc., on peut avoir parfois des situations de douleur où on a l'impression d'être nul, avec une grande dépréciation d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se pencher avec eux sur leur fonctionnement particulier. Et dans ce cas-là, le recours à un dépistage peut être intéressant. Mais bon, je me méfie des choses systématiques là comme ça c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, c'est toujours intéressant quand on demande de passer à une classe ou d'accélérer le cursus. Ça se fait toujours systématiquement comme ça. Et du coup, la première question était qu'est-ce qui nous a amené en fait à évoquer ce sujet des élèves HPI. Donc EIP, c'est les enfants intellectuellement précoces, donc c'est un autre terme qui est plus dédié aux enfants. Mais du coup, je pense qu'on a un peu répondu au cours de la conférence. C'est-à-dire que déjà, ce que je disais, nous, on en rencontre, donc on se rend bien compte qu'il y a des difficultés en classe. Et toutes nos conférences, elles portent sur comment adapter pour ces élèves particuliers. Et finalement, même si ce sont des élèves qui ont des capacités différentes, supérieures, plus rapides, etc., ils ont aussi besoin d'adaptation. Et c'est pour ça qu'on a choisi de l'évoquer aujourd'hui. Oui, et puis de façon générale, on a, vous l'aurez compris, un intérêt particulier à comment ça marche, à la métacognition, là, à regarder comment fonctionne la réflexion, etc. Et c'est sûr que c'est hyper intéressant, on aime beaucoup ça. Alors les TDA, on a fait une conférence sur le TDA, TDAH et le syndrome dysexécutif, donc vous pourrez la retrouver, je pense qu'on va pouvoir vous Elle n'est pas encore en transmettre ligne, le lien. Si, c'est sur les TSA, c'est pas en ligne, c'est pour les... Ah oui. Ouais, et l'hypersensibilité, en fait, on en a parlé rapidement aujourd'hui, mais on en parle un petit peu plus dans la conférence sur les troubles du spectre autistique, puisqu'ils rencontrent des hypersensibilités et hyposensibilités. Voilà, après, c'est un peu plus détaillé aussi dans notre ouvrage. C'est vrai que là, on a un format de conférence 1 heure et on ne peut pas tout dire en 1 heure, malheureusement. On commence par faire des coupes. Voilà. Mais c'est vrai que les hypersensibilités sont parfois un peu sous-estimées, quoi. On peut avoir des élèves qui fonctionnent bien, qui ne sont pas trop frustrés par ces apprentissages et tout ça, qui aiment l'école, sauf qu'en fait, il y a trop de bruit, sauf qu'en fait, ils sont à côté du camarade qui bouge. Et en fait, le soir, ils sont très fatigués parce qu'il y a les hypersensibilités qui rend ces situations quasi insupportables. Ah, je suis contente si ça vous a apporté des réponses. C'est bien. Alors, les liens, je ne sais pas si on va les mettre ou Morgane, Là, il y en a, ouais, c'est bon. Tu as un décalage alors? Parce que moi, je les vois déjà. Ah oui, d'accord, ok.
Donc, que faire en cas de trouble du sommeil pour ces élèves qui arrivent fatigués en classe? Je dirais plusieurs choses, évaluer d'où vient le trouble du sommeil. Et pour ça, il y a des bilans du sommeil qui se font, hein, des évaluations. Il faut voir au niveau médical s'il n'y a rien aussi. Puis un questionnement avec la famille aussi, hein, Oui, ça dépend aussi oui. des habitudes de vie, de voir comment, voilà, est-ce que c'est les élèves qui ont de l'anxiété et qui ont du mal à s'endormir parce qu'ils ont du mal à empêcher le cerveau de fonctionner, ou on va avoir des enfants qui vont avoir des angoisses existentielles vraiment importantes, la planète, mais si on est sur une planète, comment on fait pour flotter, et si on est mortel, comment on fait, et avant ma naissance, j'étais où, enfin bon. Donc, les parents, ils ont parfois des difficultés à endormir ces enfants-là. Voilà, donc c'est intéressant toujours de comprendre un peu d'où arrive cette fatigue-là. Si tout ce qui est fait pour accompagner correctement cet enfant, parce que si, à contrario, on a des enfants qui sont sur la télé jusqu'à pas d'heure, bon, là, on peut peut-être essayer de rectifier avec les familles les causes de la fatigue. Et si les familles font ce qu'elles peuvent pour essayer de lutter, je sais pas, après, il faut voir si on… Je pense que quand il y a un vrai trouble du sommeil, il faut quand même orienter au niveau médical pour vérifier qu'il n'y a Absolument. pas autre chose qui Ouais, cause ce trouble du sommeil déjà au niveau médical, quoi. ouais. Et après, il y a des traitements. Après, si c'est vraiment lié à l'anxiété, un suivi psy peut être intéressant. Voilà, je pense qu'il faut déjà déterminer bien quelle est la cause, en fait, Voilà. du trouble du sommeil. Comment concilier HPI et 10? En mettant en place les aides qui ont été évoquées pour les 10, hein, et en repérant un peu d'où viennent les difficultés. Si on a des difficultés souvent phonologiques, on l'a vu, enfin toutes ces choses-là. Et puis, normalement, si on a un enfant qui est HPI par ailleurs, on peut se dire que normalement, il aura quand même les moyens de compenser des outils intéressants. Mais c'est vrai qu'HPI, on ne va pas être hyper bon dans tous les domaines. On va être très fort avec des points forts, une intuition, une rapidité, un traitement de l'information, mais à côté de ça, une sorte d'immaturité ou une faible estime de soi. Enfin, c'est hyper difficile et je vous remercie de noter qu'on essaye de ne pas être caricatural, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on est sensible, parce que c'est vrai que c'est c'est toujours appauvrissant de toute façon. Oui, puis c'est un thème qui est tellement abordé en ce moment que c'est Ouais, compliqué Voilà, il faut rester neutre par rapport à ça. Mais ce que je veux dire aussi sur le lien entre les 10 et les HPI, c'est que le plus difficile finalement, c'est de faire le diagnostic. Soit d'HPI, soit de 10, du trouble 10. Après, une fois que les diagnostics sont faits, voilà, on met en place ce qu'il faut pour le trouble 10. Donc, si c'est une dyslexie, on va mettre en place les mêmes aides qu'on va mettre en place pour les dyslexiques, mettre en place une rééducation orthophonique, etc. Finalement, j'ai l'impression que le plus dur, c'est de faire ce diagnostic parce que quand on a un élève qui va vite, on ne se dit pas qu'il peut y avoir un problème. oui, mais c'est vrai que l'élève qui va vite va avoir peut-être d'autant plus de mal, parce que c'est vrai que du coup, si on est 10, on va quand même avoir un apprentissage de la lecture laborieux, qui va nécessiter de nombreuses répétitions, la mémorisation des graphèmes, des correspondances graphémiques et tout ça va être fastidieuse, et on peut avoir des élèves qui rejettent directement cet apprentissage-là parce qu'ils vont trop vite, quoi. Hein. Mm, mm. 5 élèves HPI dans la classe, ça va être sympa. Mais ils ont été diagnostiqués, comment c'est Apparemment. Ouais, 5 élèves diagnostiqués HPI. ok. Faut espérer qu'ils aient les mêmes centres d'intérêt. Parce que s'il y en a un qui est sur l'Égypte ancienne et C'est pas grave. Alors, surdoué. Attendez. Pour les HPI suspectés en classe, il est parfois compliqué de l'expliquer aux parents car cela a toujours une connotation surdouée. Comment le présenter aux parents alors ça dans notre ouvrage, on en parle parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de terminologie. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'il y a les EIP, HPI, les zèbres, les précoces, les surdoués, etc. Le terme officiel, c'est HPI, donc c'est pour ça que c'est celui que l'on a gardé. Oui, puis précoce, ça évoque l'idée que finalement, on a un enfant qui se développe plus tôt. Donc, il va apprendre à parler à 2 ans, il parle comme un livre. Il a appris tout seul à lire en grande section, OK. Et qu'au fil du temps, ça va se normaliser.
Or, ce type de fonctionnement perdure en fait, et perdure à l'âge adulte. Et on a à l'âge adulte des gens qui font 10 000 trucs en même temps, qui ont une capacité comme ça de traitement de l'information très rapide. Bon, en général, ça fonctionne bien. Il faut qu'ils trouvent à être bien nourris. Et c'est sûr que c'est important de le faire parce que sinon, on peut avoir des gens qui partent un peu mal. Ou des élèves qui vont avoir un démarrage fulgurant au niveau scolaire et puis qui derrière vont décrocher en fait. Ça arrive souvent. Donc précoce, c'est pas un terme qui nous paraît tout à fait adapté parce que ça donne à penser que derrière ça va se normaliser. Donc on peut, je pense, parler d'un fonctionnement particulier, surdoué. Effectivement, sur certains domaines, il va être plus doué que d'autres. Ça donne un peu l'image que c'est un don un peu tombé du ciel, donc c'est un peu voilà. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a tous et toutes des fonctionnements intellectuels originaux avec chacun va avoir des hypersensibilités, des choses qu'il ne supporte pas et c'est toujours intéressant. Mieux on comprend comment on fonctionne finalement, mieux on peut utiliser ce merveilleux outil qu'est le cerveau. C'est bien pour un enfant d'être HPI, c'est mieux que d'être normopensant, je ne sais pas. Hein. C'est ce que les enfants pensent, peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est mieux. Hein. C'est différent, quoi. Ça apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Hein. Bah oui. C'est toujours un peu difficile d'être différent aussi. Hein. Après, quand on comprend pourquoi, c'est toujours plus facile à supporter. Oui. C'est-à-dire pas trouver que les autres sont lents. Ah oui, c'est moi qui et puis avec la classe avec 5 élèves HPI, l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir peut-être aussi être entre eux, enfin travailler en groupe, créer des vraies amitiés parce que cette histoire de se lier avec les autres, c'est aussi voilà un élève de maternelle HPI, même s'il n'est pas encore diagnostiqué, qui sait parler, qui parle avec un vocabulaire élevé et à côté de camarades qui commencent à parler et qui comprennent pas en fait quand l'enfant parle parce qu'il emploie un vocabulaire trop soutenu, c'est compliqué. S'il rencontre un autre HPI, il y aura peut-être un lien qui peut se créer plus facilement entre eux. Ouais, c'est ça. Parce que s'il y en a un qui parle des mandibules et que l'autre est sur pas de patrouille, forcément l'écart est grand. Ouais. Merci à tout le monde en tout cas pour vos remarques, vos questions. Ouais, c'est vraiment très agréable d'avoir des retours comme ça. C'est chouette. C'est bien. Est-ce que tous les enfants HPI ont le plaisir de sentir leur cerveau fonctionner? Je n'ai pas de statistiques sur la question, mais je pense que c'est quand même des gens qui aiment bien sentir que ça tourne, quoi. Il y a quelqu'un qui lève la main. C'est pour prendre la parole à l'oral, peut-être, d'où c'est. Allez-y. Je suis trompée, j'ai pas appuyé sur le bon, mais en tout cas, je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Je suis toutes vos vidéos. Oui, j'ai vu votre nom plein de fois parce que je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça. Je me dis. Ouais, non, mais c'est vraiment bien. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci. Avec plaisir. Oui, c'est le but, de donner des informations pratiques, c'est vrai. Parce que souvent, nous, on est on va en équipe de suivi, on l'a dit plein de fois pour nos patients. Et souvent, on a affaire à des parents très remontés, à des enseignants qui font ce qu'ils peuvent, mais qui ont aussi la réalité de la classe et qui ne savent pas toujours comment faire, etc. Et on s'efforce de ne pas être ni donneuse de leçons, ni injonctive, mais de chercher vraiment à comprendre pour ajuster au mieux. Et puis, il faut aussi faire confiance à votre intuition, hein, parce que souvent, les choses que vous mettez en place fonctionnent bien. Hein. Oui, ça, même par rapport à des diagnostics, en général, quand les parents nous disent c'est l'enseignant qui se pose des questions, souvent, l'enseignant a raison quand on pose notre diagnostic, quoi. Il peut y avoir des surprises, mais bon. Bah oui. Alors, je n'ai pas compris moi la question. En classe semi-flexible, quels sont les centres qui vous semblent indispensables? Ça, je ne sais pas. En cas de HPI, oui, ça va être c'est que ça correspond au petit coin, je pense, au coin dont on parlait tout à l'heure. Donc peut-être un coin vraiment centré sur les émotions, la relaxation, la méditation, peut-être le sensoriel avec des objets à manipuler, et puis un coin
recherche, quoi. Recherche. Ouais. Ou un coin défi. Avec vos 5 HPI, là, vous pourrez organiser peut-être des tournois de dames, des choses comme ça. C'est à la fois calme et intéressant et challengeant, quoi. Alors, facile de repérer tous les HPI. Il y a des HPI, à mon avis, qu'on repère très facilement. Donc, des élèves très brillants, avec 10 000 centres d'intérêt, autonomes, qui fonctionnent bien. Tout cela, on va les repérer bien. Et puis, la difficulté, ça va peut-être être de repérer ceux qui décrochent un peu, qui peinent ou qui traînent un peu des pieds à faire les tâches répétitives et routinières dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, pour cela, on risque de passer peut-être à côté. C'est pour ça que quand il y a souffrance comme ça, dont je rebondis sur la question de tout à l'heure, mais pour le coup, là, ça peut être intéressant d'essayer de poser un diagnostic. On peut demander peut-être à la psychologue scolaire de venir observer cet enfant ou de le bilanter. Hein, ça peut être intéressant. Et oui, les widgets peuvent être utilisés par les enfants HPI, TSA, TDAH aussi. Il y en a certains pour qui vraiment manipuler pour les TDAH, ça va être important pour réussir à focaliser un peu leur attention. Et oui, c'est vrai qu'ils vont parfois se donner beaucoup de mal pour se faire oublier. Parce que en ayant une intuition importante et un sens de l'observation des relations interpersonnelles comme ça, ils sentent bien qu'ils sont en décalage. Et pour certains, ils vont tout faire pour se normaliser, en effet. Et donc là, moi, je trouve que dans ce cas-là, ça peut être intéressant leur donner un petit groupe d'élèves d'encadrer un petit groupe pour faire du soutien scolaire ou de reprendre avec eux, ou d'organiser un peu des choses, leur donner une sorte d'utilité. Et oui, le problème des élèves HPI, c'est qu'en effet, ils vont pointer ce qui ne va pas, le S qui manque dans la leçon, voilà. Je pense qu'il faut le prendre un peu avec humour aussi. Ils vont de toute façon rechercher les failles. Ou pas comprendre que l'enseignant en face. Mais bon, c'est un cheminement qu'ils auront à faire de toute façon. Oui, c'est ça. Il faut qu'on les aide à s'adapter à cette rigueur parce que dans le monde de l'entreprise, il va falloir qu'ils s'adaptent, qu'ils puissent se faire comprendre des autres, comprendre les autres, comprendre que parfois, oui, peut-être c'est bête, mais il faut faire ça dans cet ordre-là. Et puis, au-delà, c'est-à-dire que ils vont fonctionner pour la plupart très bien au niveau scolaire, allez, je dirais jusqu'au bac à peu près. Mais à un moment donné, ça suffit plus, l'intuition et le talent. Et comprendre vite, réécouter, enfin, une écoute, et puis j'ai compris l'essentiel. À un moment donné, il faut quand même j'allais dire se coltiner, mais à un contenu ardu, à une méthodologie. Et donc, il faut quand même qu'ils apprennent cette démarche-là parce que sinon, ils risquent de stagner à un moment donné. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu un jeune qui m'a dit « Ah ouais, mais c'est plus dur pour moi parce que j'ai jamais travaillé beaucoup. » Ah bah ouais, mais il a été… Oui, d'accord, c'est une chance. Hein, maintenant, mais par contre, le jour où, il faut savoir s'y mettre. Oui, c'est ça, tout à fait. Pas habitués à se confronter à la difficulté. Et ça, moi, je pense qu'il faut les en prévenir très tôt. Ok, tu comprends vite, tu comprends bien, c'est bien, d'accord. Toi, tu arrives à retenir les choses quand on te les dit une fois, c'est super. Mais un jour, ça ne suffira plus. Et ce jour-là, il faudra savoir rebondir. Et ça, je pense que les prévenir d'emblée que ce jour-là arrivera, ils rigolent un peu, mais le jour où ça arrive, comme ils ont une bonne mémoire, ils s'en rappellent. Alors, les fidgets, on peut les trouver soit sur le site Optoys, qui est un site pour les personnes en situation de handicap. On peut aussi trouver dans les petits magasins, Farfouille, Action, ce genre de choses, on peut en trouver. Sur Internet, sur des sites de vente en ligne, etc. Vous tapez fidget, vous trouverez plein. Après, un bout de pâte à fixe, parfois, c'est bien aussi. Enfin, voilà, on n'est pas toujours obligé d'acheter un truc vraiment spécifique. Oui. Il faut que ça convienne à l'enfant et que ça convienne à la situation de classe, etc. Et donc, par rapport au diagnostic, oui, le bilan
utilisé principalement, c'est le WISC, mais il y a normalement tout un bilan aussi qualitatif fait en parallèle et qui est indispensable pour poser le diagnostic avec un questionnaire, avec voilà, une évaluation aussi de la manière dont on appréhende les émotions, la relation aux autres, etc. Nous, on n'est pas psychologue, donc on ne fait pas ce genre de bilan, mais voilà, je pense qu'ils utilisent aussi le test de Rorschach, Françoise, non? Je crois pas, non, parce que c'est un truc vraiment un test Ouais, projectif. Hein. Je pense qu'il y a aussi vraiment toute l'analyse du développement. C'est-à-dire que je pense que le WISC prend en compte vraiment aussi l'aspect quantitatif. Donc, c'est sûr que ça va donner des normes, un écart à la type, un écart par rapport à la norme, etc. Mais l'observation faite par le psychologue prend en compte aussi la démarche. Voilà, la réaction aux questions, la démarche, comment il procède, comment. Puis il y a toute l'anamnèse, enfin, c'est l'entretien en Ouais. fait, c'est les questions sur comment s'est passée la petite enfance, sur ouais, c'est ça, la relation aux autres. La difficulté en tant qu'enseignant, je pense, c'est que vous avez aussi, et nous on les voit aussi beaucoup dans nos cabinets, il faut être honnête, des gens qui attribuent les difficultés de leur enfant à un haut potentiel non fondé. Donc il faut aussi faire la différence. C'est-à-dire qu'ils ont vu que les hauts potentiels étaient parfois en décrochage scolaire et ils ont bien envie d'attribuer. Bon, donc dans ce cas-là, c'est aussi intéressant, par exemple, d'avoir quelque chose d'un peu normé, d'un peu chiffré qui. Oui, beaucoup d'enfants pensent que leur enfant est HPI, bien sûr. On pense tous que notre enfant est un génie. Après, il y a des familles. Hein. Vous allez avoir le grand-père qui est physicien, je ne sais pas où. Vraiment, oui, il y a des familles d'HPI. Voilà. Il y a de la matière grise. Mm. Oui, les parents qui sont de vrais HPI souvent ne le voient pas parce qu'ils le sont eux-mêmes et peut-être qu'ils ont eu une bonne adaptation à l'école. Et quand ils le font pour un de leurs enfants, parce que pour lui, c'est moins facile, ou il a un sentiment de solitude, ou des questions existentielles auxquelles il ne sait pas répondre, il découvre finalement que lui, il est certainement. Et il y a des parents qui se testent derrière. Hein. C'est intéressant, je trouve. Ouais. Oui, il y a une dimension. Oui, il y a une dimension génétique, hein, je pense que. Après, je ne sais pas s'ils ont isolé le gène de l'intelligence, je ne pense pas. Voilà, c'est dans l'autre sens. Les parents se font tester, font tester leurs enfants ou les autres. Mais en général, on le repère bien quand même. On a quand même des enfants là qui sont étonnants souvent. Oui, je vois que vous êtes très, très branchés sur le sujet. Vous vous êtes fait tester? Non, on n'a pas trouvé, voilà. Ah, on n'a pas trouvé. Non. Ah là là, c'est dommage. Le test de l'intelligence, enfin le gène de l'intelligence. Non, ça ferait des dérives. Faut pas le trouver, je pense. Hein, Non, ce gène. Après, mais là encore, comme on l'a dit, c'est multiple. C'est pas forcément. On peut avoir quelqu'un qui a une très bonne intelligence verbale, qui a 145 au niveau verbal et qui, au niveau spatial, est pas fichu de se déplacer sans Waze. Donc, je veux dire. Il faut prendre, voilà, on peut être bon dans un domaine, avoir des compétences un peu hors normes là, et puis à côté de ça, avoir des difficultés ou une sensibilité trop importante ou trop de questions par rapport aux relations. Enfin, heureusement encore que personne n'est parfait. Il y avait une autre question à l'oral? Je crois que Doucet, vous levez encore la main. Je crois qu'elle ne le sait pas. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'un enfant testé HPI à un moment de sa scolarité le reste tout au long de sa vie? Cette évaluation est une évaluation de 2 ans. Nanana. Un élève HPI, le reste, quoi. Voilà. On reste HPI, enfin, Voilà. je veux dire, le cerveau. On l'est. C'est comme on est dyslexique, on est dyslexique. On peut compenser des difficultés, on peut réussir à adapter un peu son comportement, voilà. On peut adopter son haut potentiel ou son trouble 10, etc. Mais on le reste. Ouais, c'est ça.
Alors après, il y a des formules de prudence un peu, c'est-à-dire que voilà, le bilan, il est valable 2 ans et il faudra réévaluer. Il y a des âges aussi où voilà, plus l'enfant est jeune, moins les résultats sont fiables parce qu'il y a toutes les variantes, enfin les variables d'anxiété qui peuvent nous faire dire que ben là en fait il a été négatif, mais peut-être que finalement plus zen, le résultat aurait été bien meilleur, etc. Oui, c'est ça, plus sous-évalué. Oui, ça c'est vrai. D'autres questions? Sinon, on va peut-être se quitter ici. C'est le dernier, c'était Oui, le c'est le dernier dernier webinaire de c'était. la série. Il n'y en a pas de prévu d'autres, hein. Donc, si vous avez C'était des thèmes, allez-y. Ah non, mais on n'a rien écrit, Émilie, je te rappelle que Non, là, on non, a mais écrit cet ouvrage. s'il y a d'autres C'est le questions. dernier chapitre du 2e tome. Voilà, c'est ça. Et là, on a d'autres projets en cours, mais pas là-dessus. Ah, la dysphasie, oui, mais on a fait un webinaire sur la dysphasie. Oui, vous pouvez le trouver, il est déjà sur YouTube. Ah ouais, les quatre chapitres du tome 1. Alors, il doit s'appeler Troubles spécifiques du langage oral. Ouais. Mais il y a dysphasie dans le sous-titre. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, bon visionnage. En fait, oui, bah ça on peut le remettre, mais il y a deux livres, 2 ouvrages. Je remets. Oui, si tu veux. Désolée pour vos yeux. Voilà. Et donc le premier parle de tous les troubles 10. Donc on a la dyslexie, la dysorthographie, qui sont donc sur le même webinaire et donc dans le même chapitre. Tu pointes Ensuite, sur le truc, c'est le vert là. Ensuite, on a la dysphasie, la dyspraxie et la dyscalculie. Voilà. Et donc, Morgane vous met tous les liens gentiment. Et le deuxième ouvrage, accompagner les élèves atypiques, donc 3 chapitres. Le premier traite le syndrome des exécutifs et troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le deuxième, le TSA, donc troubles spécifiques de l'autisme. Voilà. Et le troisième était sur le troisième chapitre sur les élèves à haut potentiel. D'ailleurs, c'est pas la bonne couverture qui est là. C'est pas la bonne couverture? Non. C'est pas la dernière version. Non. Oups. Voilà. Voilà, en tout cas, on est vraiment surprise et contente de voir l'intérêt que vous portez à tous ces webinaires. On vous en remercie. Et puis, c'est vrai que ça montre bien aussi qu'en classe, de plus en plus, vous êtes confrontés aux difficultés que l'on peut rencontrer pour accompagner ces élèves. Voilà, on va vous dire au revoir. Ouais. Bonnes vacances, bel été à tous. Merci.